Alors, il est temps de continuer. Elle est la garante du développement de la French Tech en France et ailleurs. Il est l'heure d'accueillir Madame le secrétaire d'État chargé du numérique Axelle Lemaire en compagnie de Vincent Ducret pour évoquer la French Disruption. On peut applaudir. Bonjour Madame la Ministre, bienvenue. Bonjour à tous. Merci pour votre fidélité au Web Forum. On a pu suivre ensemble cette présentation passionnante sur la disruption et l'innovation, ce vrai enjeu de transformation de l'économie, que ce soit des entreprises et des différents usages et des administrations. Quelle est votre vision un peu de la transformation numérique ? Alors au départ, on a beaucoup parlé des startups, de leur capacité à inventer de nouveaux modèles, à connaître des croissances très fortes, avec une problématique qui était comment accéder au marché depuis l'Europe, comment accéder au financement depuis l'Europe. Et puis, bien sûr, dans les politiques publiques, nous les accompagnons dans cette croissance. Mais la problématique plus globale, plus générale, et celle qui emporte finalement des disruptions qui font qu'on parle véritablement de révolution numérique, c'est la transformation numérique de l'ensemble du tissu économique et industriel de notre pays, avec une conviction qui est que ce qui a fait la force de l'Europe dans les deux premières révolutions industrielles, que ce soit l'imprimerie, que ce soit la machine à vapeur, ça a été la naissance d'une industrie qui aujourd'hui est très diversifiée, au moins pour la France, qui a permis d'avoir des grands groupes qui sont des multinationales, de véritables forces de frappe à l'international, et qui très souvent emportent avec eux tout un réseau de PME, parfois sous-traitants, mais en tout cas toute une chaîne de création de valeur qui tisse le réseau des entreprises en France. Donc face à cette situation, l'enjeu, il est désormais une transformation numérique de l'ensemble de ces entreprises en utilisant les méthodes des startups qui doivent être aujourd'hui étendues à l'ensemble de la manière d'innover. Dans le cadre de cette transformation, vous avez pas mal travaillé sur le chantier de la data, que ce soit la donnée publique ou effectivement la donnée privée. Quelle est votre vision de cet enjeu et comment vous conduisez ce chantier ? Vous qui travaillez dans le marketing, je pense que nous partageons la même vision et nous savons à quel point les data aujourd'hui sont l'outil le plus crucial dans l'économie numérique. C'est pas toujours évident à expliquer. Dans le projet de loi que j'ai présenté, tout le premier chapitre est consacré à l'économie de la donnée, mais on me dit que ça serait pas économique. Alors si la data c'est pas économique, mais pourquoi il faut expliquer ? Parce que là aussi au XXe siècle, la création de valeur économique, elle se faisait par l'accumulation du capital. Ça pouvait être du capital financier, c'est encore vrai aujourd'hui, ou des ressources naturelles par exemple. Aujourd'hui, la plus forte création de valeur, elle se fait dans l'immatériel. Et cet immatériel, c'est notamment la capacité qu'ont les entreprises à non seulement collecter de la data, la stocker, mais surtout à l'exploiter intelligemment et de manière ciblée. C'est tout l'enjeu des entreprises du marketing et des médias pour que ça soit une véritable valeur ajoutée. Pour moi, l'enjeu, il est là. Et donc, la data, c'est pas comme le pétrole, c'est comme la lumière. Plus on la diffuse, plus elle circule, plus sa valeur s'accumule parce qu'elle se démultiplie. Du coup, vous encouragez effectivement le travail de collecte, mais surtout de partage de données pour lui donner encore plus de valeur et encourager l'ensemble des acteurs à l'ouvrir, à la partager un peu. Oui, tout à fait. J'étais très intéressée de voir que dans le programme de vos 2 journées, vous aviez un séminaire sur les data coopératives. Je me suis dit, c'est que vous suivez bien les sujets parce que c'est quand même vraiment en émergence. C'est coopératif de la data, mais qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière ? C'est pour ceux notamment qui font de la publicité, qu'aujourd'hui, il y a potentiellement une défiance de la part des consommateurs vis-à-vis d'un afflux de publicité, vis-à-vis d'une captation forte des données les concernant. Il y a une surcollecte de données et qu'aujourd'hui, pour mieux cibler, il vaut mieux partager. Ce qui signifie que pourquoi pas créer des plateformes
ouverte ou en tout cas collaborative de partage des données entre des acteurs économiques qui n'évoluent pas forcément sur le même secteur industriel. C'est vrai aussi pour l'action publique. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on encourage le développement des infolabs ou des data labs en lien avec les données produites par les acteurs publics, l'administration, les collectivités locales, pour que ces données puissent être réappropriées par les citoyens, mais aussi par des entreprises innovantes. Donc je crois que c'est vraiment une des pistes d'avenir, le partage de ces données avec des questions juridiques qui se posent. Est-ce qu'il faut créer un contrat commercial spécial de partage des données? Ça pose des questions de confidentialité, de secret industriel et commercial, de protection des données personnelles, anonymisées ou pas. Donc là, il y a tout un champ qui s'ouvre à nous et sur lequel le gouvernement est en train de travailler. Et vous aussi, j'imagine. Alors, effectivement, abordons votre projet de loi. Donc, il est innovant par son contenu et puis par la forme que vous avez prise de manière coopérative. Donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse participer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, à la fois sur le fond et sur la forme? Tout à fait. Ce qu'on voit là, c'est pas un jeu vidéo. C'est la première page de la plateforme république-numérique.fr qui a été lancée par le Premier ministre il y a 10 jours maintenant pour lancer une consultation en ligne ouverte à l'ensemble des internautes pour pouvoir non seulement consulter, prendre connaissance du projet de loi, mais aussi le modifier certains de ces 30 articles, voire ajouter de nouveaux articles. Alors, je n'ai pas regardé ce matin les chiffres, mais on est à plus de 25 000 votes, plus de 3 000 contributions qui sont des contributions de fond, parce que c'est pas évident d'écrire un texte de loi, ça peut paraître très technique, réservé aux experts, et donc là on a formaté l'accueil des propositions vraiment comme s'il s'agissait d'écrire la loi. Et là cet après-midi je vais recevoir les contributeurs qui pour la première semaine ont reçu le plus grand nombre d'approbations, de votes, de likes. Je vais faire ça pendant 3 semaines et ensuite il y aura une semaine pendant laquelle les administrations auront un devoir de réponse aux contributions les plus populaires, avec la question qui se posera à l'issue, c'est est-ce qu'on intègre dans le texte certaines de ces propositions? Et là de nouveau on entrera dans un schéma plus classique d'interministériel où chaque ministère se prononce et au final avec mes conseils, c'est Matignon et le Premier ministre qui tranchent. Très bien. On attaque donc la 3e année d'Innovation Week, la semaine nationale de l'innovation qu'on a organisée grâce à votre soutien et celui de la French Tech. On a 150 événements répartis dans plus de 40 villes, de très grandes villes et de très petites villes. On est très, très, très heureux. C'est l'occasion pour vous éventuellement de faire un point sur le développement des métropoles French Tech et puis aussi de relever éventuellement quelques initiatives locales, des innovations justement de nos territoires qui montrent à quel point le tissu de l'innovation se développe et il pénètre un peu nos régions et du coup il y aurait peut-être des cas ou des startups que vous voudriez mentionner. Face aux enjeux que j'ai décrits de transformation de tout le tissu économique et industriel de notre pays, je pense qu'il faut être convaincu soi-même qu'un autre modèle de croissance et d'innovation est possible, un peu alternatif par rapport à celui de la Silicon Valley, qui est qu'en France, l'innovation, elle naît partout et elle naît dans les territoires. Et il ne faut surtout pas la brider en la forçant à venir à Paris. Donc il faut pouvoir l'accompagner et on a une chance qui est là aussi fidèle à la tradition du développement économique et à la décentralisation, c'est qu'on a des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des instituts de recherche, des grands groupes, des PME, des collectivités locales très impliquées partout en France. Donc si on devait comparer notre pays à quelque chose, ça serait bien à la Silicon Valley elle-même et non pas à la totalité des États-Unis. Donc moi, je défends vraiment une French Tech des territoires parce que l'avenir, il est dans le glocal. Donc ça veut dire qu'il faut penser global tout de suite. Il faut tout de suite penser internationalisation pour une start-up, mais il faut aussi le faire en puisant dans les ressources et les atouts naturels qui sont propres au territoire. Et finalement, ce qui était peut-être une idée un peu instinctive au départ, elle s'est totalement confortée et confirmée dans mon déplacement dans les territoires pour la French Tech, parce que chaque territoire est en train de faire sa propre mutation, d'utiliser son histoire et ses atouts pour se tourner vers l'avenir. Et le Nord, c'est l'industrie textile, par exemple.
le sud où il y a une population vieillissante, il y a des forts atouts dans la medtech. Là, j'étais en Normandie. C'est là que j'ai vu les plus beaux projets de ports connectés. Je vous me demandais un exemple de start-up sur la cité, en tout cas, qui développe des solutions de marina connectée qui permet de suivre les utilisateurs dans tous leurs besoins, y compris leurs loisirs, lorsque le bateau est au port et qu'il faut sortir en ville. Donc, et c'est incroyable à quel point chaque territoire en France aujourd'hui est en train de faire sa propre mutation, et je crois que la French Tech y contribue beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Pour conclure, l'idée c'était d'aborder un peu selon vous, les grands chantiers de 2016. Alors vous avez une actualité personnelle un peu chargée, mais en plus, est-ce que vous pourriez nous dresser un petit peu, selon vous, les grands enjeux à la fois pour la French Tech, le suivi et l'accompagnement de la loi, et puis les grands chantiers qu'attendent la France, peut-être après juste la COP21 par exemple? Oui, alors de toute évidence, deux bébés, hein. Non pas parce qu'il y en a deux là, mais il y a la loi et le bébé, donc c'est déjà... et puis sinon, une montée en puissance de la French Tech avec des dispositifs lancés, mais qui vont se concrétiser. Par exemple, les French Tech Tickets, on accueillera premier trimestre 2016 la première promotion d'entrepreneurs étrangers qui viendront dans des incubateurs, accélérateurs des métropoles French Tech. Mais je dirais, au-delà du travail législatif, si il y avait pour moi, les deux chantiers qui sont des chantiers politiques auxquels il faudra apporter des réponses nouvelles, c'est l'économie collaborative. Est-ce que Uber, c'est de l'économie collaborative? Qu'est-ce que ça signifie pour les nouvelles formes de travail, pour la protection sociale? Comment la France peut jouer une carte, là aussi, qui, à mon sens, peut être spécifique dans le développement de nouveaux modèles d'économie collaborative? Et puis, pour moi, la seconde priorité, ça serait l'international, parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'Europe et les États-Unis, et notamment pour essayer de promouvoir l'attractivité internationale de notre pays, de changer les clichés, les stéréotypes qui encore trop souvent plombent l'image de la France et donc nuisent aux échanges économiques. Et là, je voudrais vraiment faire le pari de l'Asie et de l'Afrique. Donc, je suppose qu'il y aura des déplacements vers ces continents, notamment pour aller inaugurer des French Tech Hubs, qui sont des lieux d'incubation, d'accélération de start-up françaises, mais qui s'installent dans ces pays pour aborder leur marché. La thématique du Hub Institute sur 2016 tournera, en tout cas pour nous, autour de Global First, avec cette idée en fait qu'on a été Mobile First pendant longtemps, mais maintenant ce qui compte, c'est comment on scale et comment on part sur l'international assez rapidement. Donc c'est sympa parce qu'on a la même ligne. Nous sommes en phase. Merci beaucoup d'être venu ce matin avec nous. Bon courage. Merci, bons travaux.